Allez, ben, il est 11 heures. On va commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par une question assez classique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien? On a beaucoup de bonjours, donc bonjour. Mais pouvez-vous nous confirmer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien? Bon, nous voir, c'est moins grave, mais surtout nous entendre. Bon, eh bien c'est super. On va pouvoir commencer. Donc je vais me présenter. Je suis Alexandre Boucher. Je suis responsable commercial et communication au sein du cabinet de Saint-Front. Et je suis accompagné de mon collègue Lucas Marais, qui est consultant et auditeur senior au cabinet également, bien sûr. Donc on va passer une heure ensemble. A priori, on va vous présenter ce qu'on vous propose, des conseils qu'on va vous donner pour justement comment engager le sujet du webinaire, bien sûr, et comment engager votre PME dans une démarche RSE. Alors, on ne vous cache pas que vous êtes nombreux, donc c'est un succès ce webinaire, et tant mieux. Par contre, on n'est pas sûr de pouvoir gérer, en tout cas en direct, l'ensemble de vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous posiez vos questions si vous le souhaitez pendant la présentation et on aura un temps dédié. On pense se présenter pendant une demi-heure à 40 minutes un support et puis on aura un temps d'échange pour la suite avec plaisir. Alors, je vais vous partager mon support et là aussi, j'aurai besoin de vos confirmations pour me dire que vous le voyez bien, mais a priori, c'est bon. Alors, je vois une question, donc là, j'en profite en direct. Oui, le webinaire sera disponible en replay également, bien sûr. Est-ce que vous voyez le support? C'est bon? Bon, allez, super. On peut commencer. Donc, je vais commencer par nous présenter très rapidement pour que vous sachiez qui nous sommes. Un cabinet d'audit spécialisé dans la RSE, spécialisé à 100% dans la RSE. On dégage quatre grandes activités qui sont l'audit RSE. Donc, c'est une partie plutôt réglementaire pour aller auditer, vérifier la conformité et sincérité de certains documents comme la déclaration de performance extra-financière, c'est un nom un peu barbare, une DPEF pour les entreprises qui sont soumises à l'obligation de produire ces documents et qui doivent être vérifiés par des organismes accrédités que nous sommes. Donc ça, c'est une première activité. Donc comme je le disais, ça répond vraiment à une réglementation et c'est pas du tout l'objet de ce webinaire. La deuxième partie qui est plutôt dédiée à l'activité de conseil RSE, qui là rentre pleinement dans le champ du sujet qu'on va traiter aujourd'hui, qui consiste, et pour faire simple, à accompagner les entreprises qui souhaitent mettre en place ou définir une stratégie RSE, quel que soit son niveau de maturité sur la question. Une troisième activité qui se dégage depuis peu, puisque c'est l'émergence de la loi Pacte qui rend possible cela. On accompagne les entreprises qui souhaitent devenir société à mission. Du début jusqu'à la fin, et la fin, j'entends par là l'audit réglementaire également. Et puis une dernière activité qui est un outil que l'on a mis en place en 2007, donc ça remonte un petit peu, qui est la comptabilité universelle, qui concrètement permet de monétariser vos actions RSE afin d'aboutir à une comptabilité extra-financière, comptabilité environnementale, sociale ou sociétale par exemple, qui est en parallèle de la comptabilité financière que vous connaissez toutes et tous. Donc ça, je passe rapidement dessus parce que l'idée, c'est pas de nous présenter à nous. Vous pouvez accéder et visiter notre site internet où tout est bien détaillé là-dessus. Notre cabinet, pour parler de nous rapidement également, on est une quinzaine de semeuses et semeurs engagés. On est basé à Toulouse, on le reconnaît à notre accent souvent. Vous verrez quand Lucas prendra la parole aussi, avec un rayonnement national et international, puisqu'on a plusieurs clients d'audit notamment qui sont situés au-delà du territoire français. Ça fait écho avec une des activités que je vous ai présentées. On est également une des premières entreprises françaises à être reconnue et auditée en tant que société à mission. On s'est appliqué à nous-mêmes ce que l'on conseille à nos clients, bien sûr. Et puis, pour terminer ce tour d'horizon, nos clients sont plutôt des PME ou ETI, pour illustrer cela. La plus petite entreprise, plus petite en termes d'effectifs bien sûr, a une dizaine de collaborateurs et la plus grande autour de 15 à 20 000, j'ai pas tout à fait les chiffres en tête. Là aussi, le spectre est large sur les secteurs d'activité de nos clients. On accompagne des entreprises de la grande distribution, de l'agroalimentaire, de la construction, de l'événementiel, des médias également. Enfin, vraiment, on a un champ assez large de secteurs d'activité dans nos références.
Alors, pourquoi on a voulu proposer ce webinaire? On est parti d'un constat que c'est un sujet qui est dans l'air du temps. Les entreprises se soucient de plus en plus à cette démarche RSE dont on entend de plus en plus parler. La preuve en est aujourd'hui le nombre d'inscrits. On est à plus de 700 inscrits à ce webinaire et habituellement, lorsqu'on fait un webinaire, c'est plutôt de l'ordre de 50 à 100 ou 150 inscrits. Donc ça montre bien qu'effectivement que c'est un sujet qui attire l'attention de beaucoup de personnes et de plus en plus de personnes. Vous en êtes donc la preuve. Et on a illustré ça par deux petits pourcentages qui sont assez significatifs. 70% des entreprises sont conscientes qu'elles doivent devenir sociétales, mais seuls 30% d'entre elles ont mis en œuvre réellement des actions et une démarche concrète. Et puis, pour parler plus au sens au niveau des collaborateurs, 73% des salariés se disent déçus que leur entreprise ne leur propose pas des façons de s'engager. Donc, on est parti de ce constat-là et en même temps de notre raison d'être, qui est, alors je vous passe les détails, hein, mais qui est une des étapes nécessaires à la démarche et à la qualité de société à mission. Notre raison d'être, elle est celle que vous avez à l'écran, et donc je vais vous la lire tout simplement. Et de manière très modeste, on veut participer à changer le monde, alors à notre échelle, bien entendu. Nous croyons que ceux qui mettent l'humain au centre, qui regardent le long terme, sont innovants et agissent dès maintenant en faveur de la planète sont les acteurs de demain. Donc nous réalisons cette mission de responsabilité sociétale, donc les activités que je vous ai présentées, toutes dédiées à la RSE bien sûr, en révélant et développant ces richesses. On a notre ADN qui est composé de 5 verbes: rire, parce qu'on est sérieux mais sans se prendre au sérieux, c'est important pour nous; apprendre, écouter, éclairer et agir, bien sûr. Et on se revendique comme des semeurs de responsabilité sociétale. Donc voilà, pourquoi ce webinaire? Mais tout simplement parce qu'il y a eu ce constat-là que je vous ai présenté dans un premier temps, et puis l'idée de vouloir semer, pour reprendre notre baseline, d'apprendre et d'éclairer les personnes qui vont pouvoir nous écouter et qui se sont intéressées à ce sujet, et bien sûr avec la finalité de vouloir pousser à l'action et rejoindre donc ce verbe d'agir. Alors je regarde juste le chat pour m'assurer qu'il n'y a pas de... Le support est téléchargeable. Donc oui, bien sûr, le support sera téléchargeable, effectivement. A priori, j'ai des pouces, des bonjours et tout va bien. Donc, mais écoutez, on peut continuer. Alors, ce qu'on vous propose, c'est une méthodologie qu'on va détailler en 5 étapes. Sachez que cette méthodologie est celle que l'on propose. On va à chaque fois vous proposer des tips ou des bonnes pratiques, des conseils en tout cas qui nous semblent pertinents de mettre en place. Cette méthodologie n'est pas la seule, elle est peut-être modifiée. Enfin, c'est vraiment adaptable, bien sûr. Comme je vous l'ai dit au début, on est sur des démarches volontaires. Donc c'est en tout cas ce qui nous semble être le plus pertinent pour réussir et mettre en place une démarche RSE qui soit vraiment utile et qui s'inscrive dans une démarche de progrès. Je vais donc laisser la parole à Lucas pour commencer sur ce premier point qui concerne l'identification des enjeux RSE. Bonjour à tous. Donc oui, la première partie, c'est l'identification des enjeux. L'idée, c'est de vous donner un petit peu les clés pour faire une analyse sectorielle. Donc, on va vous montrer une petite méthodologie. Donc, ça ressemble à un benchmark, tout simplement, qui va vous permettre de voir tous les enjeux de votre secteur avec différents types d'acteurs. Dans un premier temps, l'idée, ça va être d'identifier les acteurs que vous allez un petit peu étudier, sur lesquels vous allez chercher de la documentation, regarder ce qu'ils font en matière de RSE. Pour cela, nous, on vous conseille d'abord de regarder donc ce qu'on a pu appeler des leaders. On va dire que c'est des grands groupes du même secteur d'activité que le vôtre. Donc voilà, vraiment les locomotives du secteur. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver ces informations? Donc, ils vont peut-être avoir des rapports RSE, une déclaration de performance extra-financière en fonction de leur catégorie, et des pages développement durable sur les sites internet. Donc voilà, beaucoup de communication en général. Pour vous donner un exemple, si par exemple on était sur le secteur de la construction, ça pourrait être des groupes comme Altarea, Cogedim, Bouygues, etc. Donc là, c'est à vous de voir un petit peu quelles sont les plus grosses entreprises du secteur. Deuxième groupe de cibles à avoir, donc on en a mis 3, il pourrait y en avoir 4, 5, ça dépend des ressources que vous souhaitez affecter aussi dans cette étude sectorielle. Ça serait les PME concurrentes. Donc essayez vraiment de trouver des entreprises
de votre secteur qui vous ressemble pour voir ce qui se fait chez eux. Alors, on a mis le secteur de la piscine, par exemple, en citant Iri Jardin, des joyaux. Voilà, c'est plutôt d'aller sur des secteurs spécialisés en général. Donc, difficile de trouver des exemples peut-être qui parlent en fonction de votre entreprise. Où trouver les informations? Alors, ça arrive que ce soit beaucoup moins formalisé que pour des grands groupes. Donc, penchez-vous sur les sites Internet. Regardez s'ils ont des communications RSE. Il peut y avoir sur les réseaux sociaux, notamment sur les pages LinkedIn. Souvent, les PME mettent en avant aussi ce qu'ils font sur leur engagement. Et quelque chose à faire, c'est utiliser les moteurs de recherche. Donc, en tapant sur Google ou un autre moteur de recherche pour essayer de trouver un petit peu du contenu et notamment tomber sur des articles de presse, ça peut arriver. Dernière partie. Donc là, si vous avez le temps, c'est une très bonne pratique à faire, c'est regarder des acteurs qui sont inspirants et engagés dans un secteur d'activité qui est proche du vôtre. L'idée, c'est pas d'avoir des acteurs qui soient complètement similaires à vous, mais qui vont pouvoir vous offrir justement une vue un peu plus large. Donc, pour trouver les documentations, c'est souvent comme les deux premiers groupes. Selon le niveau et la taille de l'entreprise, on va plutôt être sur du rapport RSE ou de la DPEF. On a donné des exemples, par exemple, pour le secteur de la banque, ce seraient des acteurs engagés comme la Maïf ou la NEF. Donc voilà pour cette première partie où vraiment on cible les personnes, enfin les entreprises qu'on va étudier. On collecte tous ces documents. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de créer une bibliothèque vraiment bien faite avec l'ensemble des documentations, des pages que vous allez pouvoir avoir. Comme ça, vous allez avoir tout le contenu de votre étude documentaire. Donc, bien les nommer, bien les organiser et de ne pas sous-estimer le poids des recherches Internet. Donc vraiment, basiquement, c'est taper le nom de l'entreprise avec un mot-clé comme RSE, comme développement durable. Il y a beaucoup de contenus qui sortent en général pour ça. Et n'hésitez pas à aller voir dans la partie actualité aussi. Donc quand vous êtes sur votre moteur de recherche, vous pouvez trouver la partie actualité. Ça permet de voir les dernières nouvelles les plus fraîches qui sont sorties en termes de RSE. Souvent des engagements qui ne sont pas encore traduits, mais une prise de parole de la part d'un des dirigeants. C'est plutôt dans cette partie actualité qu'on va le voir avec des interviews notamment et de la presse. Donc, une fois qu'on a toute cette documentation, l'idée, ça va être pour vous de construire une matrice où on va avoir les différentes colonnes qui vont correspondre aux personnes que vous allez étudier, aux entreprises que vous allez étudier, pardon, décidément j'y tiens, aux personnes. Et vous allez, à chaque fois que vous lisez leur documentation, vous allez pouvoir lister dans la colonne tout à gauche les différents enjeux que vous voyez émerger de leur communication. Est-ce que ça va être la gestion des déchets, le bien-être au travail, les achats responsables? Il y en a une multitude. Vraiment, ça va dépendre des positions. L'idée, ça va être pour vous, pour chacun des enjeux qui sont cités, d'aller voir comment ils sont traités par les différents acteurs que vous avez ciblés. Donc pour ça, nous, ce qu'on vous propose, c'est dans chacune des cases de lister les objectifs que vous allez retenir. Donc par exemple, si on prend la gestion des déchets, alors là, on vous a noté des exemples un petit peu pour que vous puissiez vous projeter. Ça va être en objectif 90% de taux de recyclage. Des indicateurs qui vont pouvoir suivre, donc l'évolution de la quantité de déchets entre cette année et l'année d'avant, et des actions, par exemple la suppression des films plastiques dans les entrepôts. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de lister ces différentes catégories pour les différents enjeux que vous allez voir. Alors là, par souci de présentation, on vous en a mis que 3 et on a mis 3 petits points dessous. Vous comprendrez bien qu'en général, quand on est sur un secteur, avec une dizaine d'acteurs étudiés, on peut arriver au moins à une quinzaine d'enjeux en général. Donc le but, ça va être de remplir cette matrice pour l'ensemble des acteurs. Donc voilà, c'est ce qu'on a un petit peu mis en forme entre les hauts et les hauts, donc objectifs, A, action, I, indicateur. À noter que vous ne trouverez pas forcément du contenu pour chacun des enjeux pour l'ensemble des entreprises que vous allez étudier.
dans des entreprises comme des leaders ou des inspirants qui ont une documentation du type déclaration de performance extra-financière, rapport RSE, le formalisme fait que vous allez trouver ces éléments. Chez vos concurrents, s'il y a un formalisme qui est un peu moins grand, plutôt autour de la communication, on va plutôt avoir l'accent sur les actions, sur des petites choses. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire cette cartographie avec les informations que vous avez. Donc une fois que vous avez fait cette cartographie, comme Lucas vient de vous le présenter, l'idée c'est d'aller identifier quels sont les enjeux que l'on peut qualifier d'incontournables, qui sont traités a priori par l'ensemble du secteur, que ce soit les leaders, les concurrents et même les entreprises inspirantes. Donc vraiment, ça permet de cibler justement quels sont ceux qui a priori ne pourront pas être pas traités, voilà, tout simplement. Ensuite, on peut regarder quels sont les enjeux pertinents. Alors là, c'est pas forcément ceux qui sont traités par toutes les personnes, enfin, toutes les entreprises du secteur étudié, mais qui ont un lien avec soit ce que vous faites déjà, soit votre vision d'entreprise, par exemple, pour vraiment les mettre en évidence eux aussi. Ensuite, on peut parler des différenciants. Donc là, concrètement, ce sont ceux qui ne sont pas souvent traités, mais qui pourraient vous apporter justement une marque, une preuve de singularité. Donc c'est là aussi également intéressant de les mettre en évidence. Et puis pour finir, sur l'ensemble des enjeux et l'ensemble des acteurs étudiés, d'aller noter. Alors, on vous a mis en vert des actions, hein, principalement, parce que c'est effectivement ce que l'on retrouve le plus souvent. Mais ce qui est bien, c'est d'aller voir un peu partout, là où il y a des actions qui vous semblent vraiment pertinentes et au regard de ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, ça c'est une approche. Le but de cette partie-là, c'est vraiment pour vous de cibler les enjeux. Vous allez pouvoir faire émerger les enjeux du coup incontournables, pertinents, différenciants, avoir un catalogue de bonnes pratiques aussi. C'est une approche benchmark, donc étude sectorielle. Vous pouvez aussi compléter ça avec une analyse des risques, c'est ce qui est fait notamment dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière pour les grands groupes, ou un SWOT, etc. Donc il y a plusieurs outils. Nous, on s'est positionné sur celui-là en se disant que c'était peut-être le plus simple et agréable à faire, dans le sens où aussi vous allez avoir beaucoup de contenu et vous allez pouvoir vous inspirer de ce qui est fait par d'autres entreprises. Voilà, donc ça c'est la première partie, on va la retrouver ensuite dans la priorisation. Là on arrive sur un deuxième axe, ça va être d'évaluer un petit peu votre maturité sur ces enjeux-là. Effectivement, alors, ce qui est intéressant de faire, alors on a gardé toujours les mêmes enjeux, vous avez bien compris par souci de présentation, et bien de mesurer votre maturité dans un premier temps en listant de manière exhaustive l'ensemble des actions que vous faites déjà. C'est d'ailleurs un constat que l'on a fait, que j'aurais pu vous présenter tout au début de ma prise de parole. Ce qu'on se rend compte parmi les PME notamment, c'est que les entreprises font déjà beaucoup de choses, mais ne savent pas forcément comment le mettre en avant, n'ont pas forcément les ressources en interne pour le faire, ni pour le valoriser. Mais sachez, enfin, les entreprises ne partent jamais d'une page blanche, bien au contraire, elles ont souvent beaucoup de choses à dire et à mettre en avant. Et donc, du coup, justement, avec cette méthodologie qu'on vient de vous détailler, avec l'analyse des enjeux, et bien derrière, vous pouvez mettre en face chacune des actions que vous faites de manière très... Enfin, un exemple, en tout cas, sur les achats responsables, par exemple, on a parlé d'entretien des espaces verts avec un ESAT. C'est un exemple, bien sûr, vous l'avez compris. Ce qu'on vous indique en bas, donc c'est sous forme de petits tips, c'est de ne pas hésiter d'en mettre trop, au contraire, mieux vaut trop que pas assez. Ensuite, ce qui est intéressant de faire, et important selon nous, c'est de mesurer où est-ce que vous en êtes à T0, de faire une photo à l'instant T, une radiographie de votre entreprise. Alors non seulement avec des actions que vous menez, mais aussi par le calcul d'indicateurs qui sont possibles et qui seront mesurés dans le temps pour voir justement les évolutions possibles. On vous a pris des exemples, encore une fois, très concrets et en lien avec les enjeux abordés jusqu'à présent. Par exemple, sur la partie gestion des déchets, 32%
des déchets valorisés sur le volume total généré. Sur la partie bien-être, eh bien, quel est votre pourcentage de taux de présence des collaborateurs, ou encore sur les achats responsables, le pourcentage de fournisseurs locaux. Sachez qu'il n'y a pas que ces indicateurs-là à calculer, on peut aller plus loin avec d'autres indicateurs en lien avec les 3 piliers du développement durable, que ce soit l'environnement, la partie sociale ou encore votre impact sur le territoire. Voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer dans la mesure du possible, de mesurer des indicateurs qui peuvent être facilement calculés par vous, d'autres qui nécessitent une expertise, avec des entreprises comme la nôtre typiquement, qui sont en mesure de bien sûr vous calculer cela. Ce qu'on a indiqué en petite recommandation, c'est une bonne pratique et c'est effectivement une tendance qu'on observe avec les entreprises qui ont surtout et souvent l'envie d'aller calculer là où elles pensent avoir des résultats bons, un bon pourcentage sur ça, etc. C'est très bien et il faut le faire puisque ça permet derrière de le valoriser, de le mettre en avant. Mais ce qui est intéressant également de faire, c'est de mesurer des indicateurs où justement vous pensez peut-être pêcher un peu ou en tout cas ne pas avoir des très bons résultats à date. Et tout l'intérêt de s'inscrire dans une démarche de progrès, c'est justement de les faire progresser, de mettre en place un plan d'action pour que justement ces indicateurs dits mauvais deviennent meilleurs et satisfaisants. On passe maintenant à la priorisation des enjeux. Tu avais quelque chose à rajouter? Oui, non, très bien. Donc là, si on reprend à date, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé d'une part les enjeux du secteur et comment ils étaient traités par les différents acteurs. Donc vous avez une liste assez exhaustive. En face de ça, vous avez fait une première évaluation de votre maturité, à savoir grâce aux actions que vous avez déjà pu mettre en place, aux indicateurs là où vous vous situez. L'idée, ça va être de croiser ces informations pour essayer de savoir sur quels enjeux on va prioriser nos actions dans le cadre de notre démarche RSE. Donc voilà, c'est le tableau qu'on voit. On est reparti de notre analyse du secteur avec les enjeux qui sont pertinents, incontournables, différenciants. Et on a mis une note sur la maturité. Alors, on s'est positionné pour faire simple. Là, c'est à vous de vous positionner aussi. On a fait faible, moyen, fort. C'est juste pour voir un petit peu, essayer d'avoir une idée, vous, comment vous vous positionnez. Ça sert à rien de faire compliqué parfois. À travers les actions et vos indicateurs, vous pouvez déjà voir si vous avez une maturité qui est faible pour l'instant sur les sujets, moyenne ou plutôt forte. Ça va vous permettre en fait d'orienter du coup la priorisation des enjeux sur lesquels vous allez travailler. Donc là, on a fait pareil, on a fait en 3 catégories. Donc prise en compte de l'enjeu immédiate. Alors quand on entend immédiat, ça veut dire que dans le plan d'action ou la démarche RSE que vous avez envie de lancer, voilà, il faudra prendre en compte cet enjeu dans un premier temps. Ensuite, on a mis à moyen terme et à long terme. L'idée, c'est de dire à moyen terme, donc d'abord gagner en maturité avec les enjeux qui sont en prise en compte immédiate. Comme ça, on s'affirme et on apprend sur la gestion RSE aussi sur cela. Ensuite, on intègre potentiellement des enjeux à moyen terme, puis ensuite à long terme. L'idée là-dessus, l'idée là-dessus, c'est de cibler avant tout les enjeux qui sont incontournables. Donc les enjeux incontournables traités par tout le monde, l'idée c'est de les prendre en compte pour vous. C'est-à-dire que c'est un petit peu la base de votre secteur. Donc eux, essayez de les intégrer à votre démarche RSE. Et d'ailleurs, quel que soit votre niveau de maturité, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, alors c'est un exemple fictif, hein, mais on a mis un niveau de maturité faible, mais c'est un enjeu incontournable, et pour autant, la priorisation se fait de manière immédiate. Pour les enjeux pertinents et différenciants, vous pouvez les intégrer de façon immédiate. Nous, on vous conseille de le faire si vous avez plutôt une bonne maturité dessus. L'idée, c'est de concentrer aussi cette démarche RSE sur un nombre limité d'enjeux au départ et de ne pas s'éparpiller. On a souvent tendance à aller sur beaucoup d'enjeux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont importants, beaucoup qui remontent. Ça peut être une erreur de s'éparpiller. Il faut parfois concentrer un petit peu les efforts sur quelques enjeux. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller plutôt sur les incontournables ou les enjeux pertinents sur lesquels vous avez une maturité moyenne ou forte, afin de vraiment concentrer votre action. Les autres,
les autres enjeux qui sont plutôt du coup sur du moyen terme ou du long terme viendront plutôt être intégrés à votre démarche RSE au fil de l'eau, un petit peu plus tard, au fur et à mesure de vos progrès en matière de RSE. Donc vraiment, ça c'est bien à garder, c'est une approche assez pragmatique. Souvent, on a tendance à partir sur une dizaine d'enjeux, une quinzaine d'enjeux quand on est des grands groupes. Parfois, il faut savoir aussi partir plus petit et bien le faire qu'avoir beaucoup de bonnes intentions, mais ne pas pouvoir concrétiser ça en acte après derrière. Donc, c'est vraiment un petit peu le message qu'on veut vous passer aussi, c'est d'être assez décomplexé vis-à-vis de ça et vaut mieux faire certaines choses et les faire bien que partir un petit peu dans tous les sens, on va dire, et un petit peu se diluer. On passe maintenant à la partie structuration des enjeux, où Lucas va vous détailler une fiche action qui est envisagée pour chaque enjeu, encore une fois, et on garde toujours le même bien-être au travail pour C'est les hommes. l'idée. À ce niveau-là, du coup, vous avez a priori des enjeux sur lesquels vous allez vouloir vous positionner. Donc c'est très bien, vous avez déjà fait une grosse partie du travail, c'est-à-dire que vous savez ce sur quoi vous voulez agir. Pour que les choses soient claires, c'est bien de structurer vos enjeux. Donc là, c'est un exemple, on pourrait appeler ça une fiche action, une fiche enjeu, une feuille de route enjeu RSE. Voilà, c'est juste un petit cadre avec des éléments assez essentiels à cadrer. Il y en a d'autres, vous pouvez rentrer un peu plus dans une complexité. Là, c'est vraiment une approche aussi qui soit évidente pour vous. Première partie, c'est vraiment rentrer sur la description de votre enjeu. L'idée derrière, ça va être de mettre les bons mots sur l'enjeu afin que tout le monde le comprenne de la même manière. Donc ça, c'est très important. Ça peut paraître un petit peu superflu, mais le fait de décrire ce que représente le bien-être au travail pour vous, dans cet exemple par exemple, c'est important. C'est important de vraiment mettre des mots aussi pour que ce soit compris par l'ensemble des collaborateurs, par l'ensemble des personnes qui vont travailler sur ce sujet-là. Donc des petites questions à se poser. Comment décrire l'enjeu? Et ensuite, avoir aussi une petite approche risque-opportunité. Donc, que se passe-t-il si je ne fais rien sur cet enjeu? Quelles opportunités si j'agis dans le bon sens sur cet enjeu? Donc, vraiment se dire ça. Donc là, on vous l'a illustré, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien sur cet enjeu? Je vais avoir du turnover. Je pourrais avoir des réorganisations en cas d'absence. Au contraire, si j'agis bien, j'aurai peut-être un sentiment d'appartenance, de fidélité, un sens des responsabilités accrues de la part des collaborateurs. Donc voilà, mettre un petit peu ça sur la table. Deuxième partie, et non des moindres, c'est de définir les pilotes. Les pilotes, ça va être les personnes qui seront en charge de mener à bien cette feuille de route, cette carte, cette feuille en jeu. Donc l'idée, c'est de les nommer. Donc directement nommer les personnes dans cette petite feuille en mettant, c'est vraiment les personnes qui auront la responsabilité de faire que tout se passe bien. Donc, deux petits conseils, c'est responsabiliser les premiers concernés par l'enjeu. Donc, quand on parle de bien-être au travail, par exemple, on peut penser à un directeur des ressources humaines ou une directrice des ressources humaines et aux chefs d'équipe qui vont être en contact, par exemple, sur le terrain. Donc voilà, essayez d'avoir un petit groupe comme ça de personnes qui vont pouvoir travailler ensemble à faire que les choses avancent. Pensez aussi à donner la possibilité à des personnes qui sont motivées pour se positionner dans les groupes, de leur donner la possibilité de les intégrer. Il y a des gens qui sont passionnés en interne par les sujets de RSE, autant sur le bien-être, la partie environnementale, les déchets, etc. C'est toujours des ressources que d'avoir des personnes motivées aussi dans des petits groupes comme ça. Troisième point, ça va être de se fixer des indicateurs qui vont être intéressants et pertinents pour suivre votre niveau d'avancement sur cet enjeu. Donc là, par exemple, pour le bien-être au travail, c'est de parler de turnover, d'absentéisme ou de présentéisme, afin de savoir un petit peu où vous vous situez et de voir l'évolution aussi en fonction de vos actions. C'est important d'avoir cet indicateur de suivi pour savoir si vous allez dans le bon sens. Deuxième point, ça va être de mettre en place des objectifs qui vont être corrélés à ces indicateurs et datés dans le temps. Donc, petit conseil là-dessus, essayez de mettre en place des indicateurs que vous saurez calculer. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais parfois il y a des indicateurs qui sont très complexes. Donc voilà, faut choisir des bons indicateurs que vous allez pouvoir calculer assez régulièrement pour pouvoir les animer, les suivre, suivre l'évolution.
très important. Et la deuxième partie, ça va être sur les objectifs. Pensez à mettre un horizon temporel sur les objectifs et d'avoir le même. Donc, quand vous partez sur une démarche RSE, si vous commencez à avoir un objectif 2022, un autre 2023, 2024, 2025, 2026, vous allez vous perdre et vous mélanger. C'est bien d'avoir une feuille de route qui cible des objectifs sur un plan à 5 ans, par exemple, ou 3 ans. Ça peut être réévalué, bien sûr, mais c'est bien d'être un petit peu toujours sur la même ligne directrice. Dernier point de cette feuille de route sur les enjeux, c'est la partie action. Alors c'est un peu la plus importante, je pense que vous êtes là aussi parce que vous avez envie de mettre du concret, d'agir. L'action, c'est ce qui va venir concrétiser vos intentions en actes. L'idée, ça va être de lister des premières actions au fur et à mesure, comme ça, où vous allez mettre un petit peu chaque année ce que vous allez faire pour essayer d'améliorer votre indicateur et votre performance d'année en année. Donc, pour ça, sur les actions, alors là, on a mis des petits exemples, il faut vraiment se poser, c'est aussi en interne, vous qui allez pouvoir voir comment vous allez pouvoir faire pour trouver les bonnes actions. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'abord de prioriser les actions qu'on appelle les quick wins, donc facilement applicables, qu'on peut facilement mettre en place. Donc pour ça, il y en a plein, ça va vraiment, on peut avoir beaucoup d'exemples. Ça peut être par exemple pour le bien-être au travail, mettre en place un petit déjeuner trimestriel avec tous les collaborateurs. Voilà, par exemple. Ça, c'est un quick win, c'est quelque chose qui se fait rapidement, facilement et ça va dans le bon sens. Appuyez-vous sur les bonnes pratiques que vous avez ciblées dans votre étude sectorielle. Donc ça, c'est important, on les avait mis tout à l'heure. Si vous vous souvenez, c'était les petits A qui étaient encadrés en vert. C'est les bonnes actions que vous avez vues à travers toute votre étude. Si vous avez trouvé des actions intéressantes et facilement applicables pour vous et qui sont sensées et qui vont dans le sens de ce que vous voulez faire, il faut aussi parfois essayer de les mettre en place chez vous. Il n'y a pas de souci à essayer de recopier un petit peu ce qui est bien fait chez les autres. Pensez à bien planifier vos actions dans le temps. Donc, savoir, par exemple, que la première action, l'échéance, ça sera 2021. La deuxième, ça sera 2022, 2023. Ça vous donnera un petit peu une ligne de temps, comme ça, un schéma directionnel qui vous permettra d'arriver jusqu'à 2025 et à votre objectif. Et dernière chose qui n'est pas des moindres, pensez aussi à inclure des notions de temps, des notions de budget, aussi pour en discuter, que ce soit avec la direction, et faire en sorte que les personnes puissent avoir le temps et les ressources nécessaires pour agir et concrétiser ces actions. Donc voilà, s'il y a des validations à avoir, il faut bien avoir cet élément-là pour ne pas être bloqué plus tard. Donc à ce niveau-là, vous avez fait une grande partie, c'est-à-dire que vous avez cadré. Vous savez précisément sur quels enjeux vous voulez agir dans un premier temps, en les ayant bien définis. Vous savez quelles seront les personnes en interne qui vont piloter ces différentes démarches. Vous savez aussi quels sont les indicateurs que vous allez suivre pour mesurer votre performance et avoir des objectifs dessus. Donc, vous savez vers où vous allez aller et comment vous allez suivre votre avancée. Et vous avez aussi des actions à déployer dans le temps pour atteindre ces objectifs. Donc là, vous avez tous les ingrédients et c'est le moment où on se dit un peu, il n'y a plus qu'à. Et donc, on arrive effectivement à la dernière partie qui est, comme le disait Lucas, il n'y a plus qu'à, mais il faut surtout pouvoir faire vivre dans le temps cette démarche-là, parce qu'une fois qu'on a mis tout cela en place, l'idée pas de le ranger au fond d'un tiroir, mais bien au contraire de faire vivre toute cette démarche, avec dans un premier temps les rituels RSE. C'est ça. Alors, l'animation, c'est vraiment le cœur. Si on n'est pas dans l'animation de cette démarche RSE, elle ne fonctionnera pas. Là, il n'y a pas de secret pour ça. Il faut s'imposer des rituels RSE, c'est-à-dire des temps qui seront vraiment aussi dédiés à cette animation. Le cœur du réacteur, pour nous, ça va être de prévoir déjà une réunion qui va être trimestrielle pour le pilotage des enjeux. Donc, c'est vraiment ces parties pilotes qu'on a vues dans les feuilles de route tout à l'heure. Essayer de mettre une récurrence. Alors, trimestrielle, je pense que c'est une bonne fréquence en général. Une récurrence de réunions entre eux. Bien prévoir dans ces réunions,
Alors c'est toujours, parfois ça peut être une nouvelle façon de travailler. La RSE, tout le monde n'est pas spécialiste dès le départ, donc il faut quand même mettre un certain formalisme sur ces réunions pour éviter des réunions où on va parler et ne pas concrétiser. Donc vraiment, on conseille d'être vraiment sur de la réunion précise avec un ordre du jour très précis, une revue de l'avancement des actions et indicateurs qui sont indiqués dans la feuille de route. Et vraiment, quelque chose à faire, c'est lister les actions à mener d'ici la prochaine réunion pour avoir un suivi et qu'à chaque réunion, on ait l'impression d'un peu progresser. Ce sentiment de progresser un petit peu à chacune des réunions, il est très important dans l'animation de la démarche, parce que si vous stagnez, si vous sentez que, bon, ben voilà, ce trimestre, on n'a rien fait, eh ben, il va y avoir une petite lassitude qui va s'installer, et ça, c'est risqué un petit peu pour le dynamisme. Donc voilà, il faut essayer d'avoir des petites étapes, et comme une petite to-do list à la fin de chacune des réunions, où on va venir cocher et dire, on a réussi à faire ça, qu'est-ce qu'on fait pour la fois prochaine? Deuxième partie, c'est plus au niveau direction. Nous, on conseille qu'il y ait quand même un suivi des principaux indicateurs de votre démarche RSE au niveau de la direction de façon annuelle pour que ce soit piloté. Voilà, ça montre aussi que le sujet fait partie de la stratégie globale, qu'il est pris en compte au niveau de la direction, qu'il est suivi et que c'est pas juste un sujet facette et qui est un peu géré par d'autres personnes. Le fait que ce soit porté par la direction comme ça lors des revues, c'est important. Et troisième point, c'est la communication en interne auprès du plus grand nombre. On pense à des rituels qui, pour nous, sont très importants. Souvent, on peut trouver dans des entreprises, en début d'année, par exemple, il y a les vœux de l'entreprise, il peut y avoir un séminaire. Pour nous, c'est important que dans ces temps forts, il y ait aussi une communication qui ne soit pas que basée sur l'activité, les chiffres, mais que vous ayez aussi ce petit discours RSE avec les quelques mots qui vont bien à ce moment-là. Et du coup, pour conclure sur cette partie-là, et ça rejoint ce que Lucas vient de vous dire, ce qu'on vous apporte comme conseil, ça peut paraître évident, mais d'expérience, on s'est rendu compte qu'il y a eu plusieurs entreprises qui n'impliquaient pas forcément la direction dans une démarche RSE, et derrière, on se rend compte qu'il n'y a pas de temps alloué, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de, et puis la démarche petit à petit disparaît ou en tout cas ne progresse pas. Donc c'est le premier conseil qu'on vous donne, hein, c'est que vraiment il faut, dans la mesure du possible, inclure la direction dans cette démarche-là, et il faut qu'ils soient également convaincus pour que vraiment votre démarche RSE ait toutes ses chances d'aboutir à quelque chose de concret et d'intéressant. L'autre conseil qu'on vous donne, mais il a été déjà évoqué par Lucas, hein, c'est d'impliquer vos collaborateurs. Quels qu'ils soient, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de laisser un petit côté volontaire à chacun de s'intégrer dans cette démarche RSE. Alors, je prends l'exemple des nouvelles générations parce que c'est plus simple pour en parler. On en fait partie, qui sont souvent engagés, qui sont force de proposition et qui auront toujours envie de porter le projet qu'ils ont proposé, ou en tout cas, voilà, c'est par affinité. Ça peut paraître évident, mais c'est vraiment intéressant, et c'est comme ça que la démarche RSE pourra être construite et progresser dans le temps et atteindre les objectifs dont Lucas vous a parlé. Le dernier point, c'est la communication auprès des parties prenantes. Donc, on en a parlé déjà un petit peu. Alors, on vous a mis deux supports de flyers. À droite, avec Barack Obama, c'est un poster. Et à gauche, c'est un petit flyer, mais c'est simplement pour illustrer. Ce sont des choses que l'on produit pour certains de nos clients. Mais ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que il nous semble essentiel de communiquer dessus. Alors déjà parce que vous êtes content de communiquer dessus, mettre en avant ce que vous faites de bien. Ça peut vous être utile d'ailleurs sur différents sujets, soit par conviction, soit parce que vous allez répondre à des appels d'offres. C'est déjà important de pouvoir formaliser cela. Mais ça a surtout un côté très engageant de revendiquer sur votre site internet, dans des newsletters, sur des flyers différents, ou même encore sur des communications, des posts réguliers sur les réseaux sociaux, de dire voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on a mis en place, voilà les actions, voilà les indicateurs que l'on veut suivre, voilà les objectifs que l'on se fixe. Et vraiment, j'insiste dessus, ça a ce côté engageant qui est vraiment intéressant dans la démarche RSE et qui permet et en tout cas d'éviter l'écueil d'avoir une démarche RSE qui ne vit pas dans le temps. Voilà.
Donc écoutez, on a fini avec notre présentation. J'avais parlé de 30 à 45 minutes, on est à 39 minutes ou une quarantaine de minutes, donc c'est respecté. Bon score. On espère déjà vous avoir appris des choses. On espère que cela vous a intéressé et que c'était un échange agréable. On peut passer du coup aux questions-réponses. J'en ai vu quelques-unes apparaître tout au long du chat. Donc, alors, excusez-moi, on va devoir remonter parce qu'il y a beaucoup de discussions. Alors, il y avait la question que j'avais notée sur comment juger le niveau de maturité d'une entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on vous a présenté, c'était le point 2. Donc, je vous reconfirme, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard peut-être, que ce support sera mis à disposition. Le point 2, pour évaluer sa maturité, comment faire? Le premier point, c'était de justement identifier les actions que vous faites en fonction de tel enjeu. Bon, déjà, c'est un premier point. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'action à mettre en face d'un enjeu, ben, par déduction, votre maturité sera a priori assez faible. Et aussi, la deuxième chose qui peut venir confirmer cela, ben, c'est par le calcul des indicateurs, ce que je vous ai proposé, des indicateurs qui sont à calculer à l'instant T, à faire T0 et qui permet de faire une radiographie de l'entreprise de où vous en êtes sur certains sujets. Ben, là encore, alors évidemment, un pourcentage, il peut être bon, moyen, mauvais, ça dépend de où on met le curseur, mais c'est ce qui est à retenir, c'est aussi vous, votre ressenti par rapport à ça, c'est-à-dire tel indicateur, est-ce qu'il vous satisfait ou pas, et qui peut justement répondre à ce niveau de maturité. Donc j'espère avoir répondu à ça. Je vois que que les que le chat ne cesse d'augmenter. Alors, moi, je vois qu'il y a eu un petit bug à 11h36. J'espère que vous n'étiez que le seul, Laurent. Alors, il y a un débat un petit peu sur le fait de se labelliser ou non, de rentrer dans des certifications. C'est très propre au secteur et ça, c'est des éléments aussi de benchmark qu'il faut regarder hein, quand vous regardez l'étude de votre secteur, notamment de vos concurrents. Ça peut être aussi un élément que vous pouvez rajouter dans la colonne avec les différents enjeux. Vous pouvez rajouter les certifications. Donc, j'ai vu le label Lucie, par exemple, qui est passé. Regardez un petit peu ce qui se fait ailleurs. J'irai là-dessus. Après, là, nous, ce qu'on vous propose, c'est déjà de pouvoir construire une première démarche RSE engageante. Et voilà, nous, on est quand même assez partisans de l'action, de la réalisation. Les labels sont très structurants, parfois un peu lourds à mettre en place, mais très intéressants. Il y a un vrai apport dessus. Là, ce qu'on vous a donné, c'est plutôt une petite recette clé en main pour vous lancer, franchir le pas et vous mettre dedans. Quand on part sur une certification, une labellisation, on est un peu plus on est dans un projet très structuré, très structurant aussi. Là, c'est aussi vous permettre de vous engager tout en gardant une certaine flexibilité et vraiment mettre un premier pas dans la RSE si ça vous paraissait un terrain un peu inconnu. Alors juste pour répondre rapidement, j'ai vu une question sur une personne qui a priori une entreprise de 14 collaborateurs. À partir de quelle taille d'entreprise peut-on démarrer une démarche RSE? Il y a pas de règle. C'est assez simple. Même une entreprise de 2, 3 collaborateurs peut, à son échelle, bien sûr, mettre en place une démarche RSE. Oui, ben, enfin, souvent, on se rend souvent compte que dans ces petites entreprises enfin, nous-mêmes, on en est une, hein, on est 12, 15, ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont de la RSE, qui sont pas forcément formalisées comme de la RSE. On pense souvent à la RSE comme l'application du développement durable dans l'entreprise. Moi, j'ai tendance à penser que c'est souvent l'application juste du bon sens dans l'entreprise. Donc, sûrement que vous avez beaucoup d'actions RSE où en fait, c'est juste du bon sens que vous mettez en place. Donc, vous êtes déjà dans des actions RSE probablement. L'idée, c'est plutôt de voir comment vous pouvez passer une étape supérieure, le formaliser et bien agir sur les bons enjeux, sur les vrais sujets qui vous concernent. Donc, il n'y a pas de nombre minimum pour se lancer dans une démarche RSE. Par contre, voilà, il faut avoir quelque chose d'adapté et ça sert à rien de mettre un
plan d'action trop complexe et grandiloquent pour une petite structure. Il faut peut-être privilégier un petit peu ce type de fiche action, feuille de route qu'on vous a mis avec quelques actions phares, un indicateur à suivre et rentrer directement dans le concret, dans le projet, dans l'action et pas faire des grandes phrases sur des grands objectifs, des grands engagements et vraiment être dans le concret. Alors, je vois une question, quid du dialogue avec les parties prenantes internes ou externes. Donc ça, c'était effectivement la dernière partie qu'on a abordée et qui est vraiment importante, à la fois sur ce côté engageant, mais aussi pour faire vivre la démarche. Donc, alors, je sais pas quelle était la pensée derrière cette question-là, mais en tout cas, ça nous semble essentiel et c'est vraiment une condition sine qua non de la réussite de votre démarche. Alors, je vous précise que je vais vous donner nos coordonnées parce qu'il y a effectivement beaucoup de questions. Donc, vous les avez ici. On s'est un petit peu amusé sur nos personnages pour la Alexandre n'est pas aussi souple en vrai. Mais donc pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il y a des questions très précises, n'hésitez pas à prendre nos coordonnées, à nous contacter, nous appeler. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. J'ai vu une question sur le bénévolat. Alors oui, le bénévolat, c'est quelque chose d'intéressant. Alors on peut penser même à des fonds de dotation, des fondations, un petit peu d'entreprise, du mécénat de compétences. On a un petit article d'ailleurs sur notre site internet qui en parle, si ça vous intéresse, dans la partie article, partie blog. Effectivement, ça peut être des actions, le bénévolat une des actions qui peut être mise en place assez facilement et qui peut aussi motiver beaucoup les salariés, qui est intéressante. Et donc là-dessus, ça fait partie des éléments aussi qu'il faut regarder toujours en se basant sur cette analyse sectorielle où vous pouvez regarder si chez certains acteurs qui sont du coup inspirants, parce que c'est quand même plutôt fait chez les acteurs inspirants en général, comment ils l'ont fait, comment ils communiquent dessus, pour voir comment vous pouvez le mettre en place chez vous. Alors, je vois une question ou une remarque, en tout cas d'Angélique. En tant que sous-traitant du groupe Saint-Gobain, nous devons faire preuve d'une mise en place d'une démarche RSE. Alors, effectivement, c'est vrai qu'au début, j'ai parlé et insisté sur le fait que la mise en place d'une démarche RSE relevait du caractère volontaire d'une entreprise. C'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai avec justement les exigences des grandes entreprises qui, elles, ont des obligations réglementaires à produire tel et tel document sur cette partie RSE et qui, du coup, par effet de domino ou en tout cas par effet boule de neige, demandent elles-mêmes à leurs sous-traitants, leurs entreprises avec qui elles travaillent et qui sont parfois et souvent même des PME, de montrer ce qu'elles font par rapport à la RSE. Donc ça peut être vécu aussi comme une contrainte, mais nous on est plutôt de ceux qui voient les choses de manière positive et c'est très bien que tout le monde se lance effectivement dans cette démarche-là. Il y a beaucoup de questions sur les attentes des parties prenantes. Ce qu'on a, c'est un parti pris, hein, comme on vous l'a dit, cette méthodologie, elle est pas exhaustive. On aurait pu aller plus loin, même on part d'une analyse sectorielle, on aurait pu partir beaucoup plus loin avec une analyse des risques. Il y a beaucoup d'outils, hein, on aurait pu faire une matrice de matérialité et du coup partir sur les attentes des parties prenantes. C'est beaucoup plus lourd à mettre en place. Là, on voulait quand même quelque chose d'un peu clé en main qui soit facile à mettre en place. Effectivement, l'analyse des parties prenantes, donc pour les personnes qui connaissent peut-être pas ce terme de partie prenante, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de votre entreprise. Vous pouvez aussi réfléchir à une façon de les interroger et du coup de répertorier un petit peu leur avis sur les différents enjeux. En fait, les enjeux, ils sont là. Au lieu d'avoir dans vos colonnes les différents concurrents et les acteurs que vous avez étudiés, vous pouvez essayer d'évaluer le niveau d'attente des parties prenantes que vous avez identifiées au niveau de ça. Après, c'est possible de croiser, faire une matrice de matérialité. Mais on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe, un peu plus technique, et on ne voulait pas forcément vous noyer peut-être avec un outil comme celui-là qui est un petit peu plus difficile à appréhender en 1 heure de temps et dans le contexte d'une démarche globale. Oui, pour une PME, mais ça peut nous donner par contre une idée d'un prochain sujet de webinaire. Alors, peut-on mesurer l'impact de la RSE sur la rentabilité coût? Alors la rentabilité coût, il y a une question rentabilité coût, c'est un petit peu la...
Peut-on mesurer l'impact de la RSE sur la rentabilité par rapport au coût? C'est un petit peu une des parties activités qu'on a présentées au tout départ, la comptabilité universelle, qui travaille justement, qui travaille en partie sur ça. C'est tout un sujet difficile à aborder comme ça rapidement. Il y a notre directrice Pauline de Saint-Front qui a écrit quelques pages dans un livre qui est assez sympathique. C'est manifeste pour une comptabilité durable, comptabilité universelle, pardon. Effectivement, alors à travers cet outil-là, c'est pas le sujet du webinaire, et là ça demanderait plus qu'une heure d'ailleurs pour vous en parler, mais ça permet de mesurer des coûts évités ou des bénéfices de mise en place d'actions, et à travers cet outil-là, ça nous permet de monétariser vraiment concrètement qu'est-ce que ça a rapporté, qu'est-ce que ça a coûté pour l'entreprise. Alors merci, il y a des gens qui nous remercient, donc c'est nous, nous qui vous remercions. Alors ça se croise entre les questions, les discussions entre vous. On va voir, j'attendrai le support. Donc oui, il sera téléchargeable. J'ai a priori fait tout ce qu'il fallait avec l'assistance Webikeo qui vous permettra de télécharger cela rapidement. Je remonte parce que j'ai vu une question sur pendant combien de temps le replay serait disponible. On vous conseille de ne pas trop tarder si vous souhaitez regarder le replay. Une dizaine de jours, c'est bien. Je crois que c'est accessible pendant 15 jours, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Alors, je vois une petite question sur les enjeux réglementaires comme priorité immédiate. Alors là, on parlait de RSE, on ne faisait pas forcément de la QHSE, mais effectivement, les premières choses à faire, souvent, c'est la mise en conformité réglementaire. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer. Il y a quand même des enjeux qui sont assez connus sur la partie RH où forcément il y a des choses réglementaires à respecter, sur les déchets aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment la mise en conformité réglementaire, il faut y aller. Là, c'était un petit peu la RSE, c'est aller un peu plus loin que cette conformité réglementaire. Mais bien entendu, il faut commencer par cette conformité réglementaire aussi, on vous le conseille. Donc je vois qu'il y a des participants qui en savent mieux que moi, donc qui précisent qu'effectivement le document est déjà téléchargeable, donc c'est super. Donc c'est magnifique. Donc accompagnez-vous des PME, effectivement c'est le cas. Comme je l'ai indiqué au début, l'entreprise la plus petite qu'on accompagne en termes d'effectifs à 5 ou 10 salariés. Donc oui, bien sûr que c'est dans le cœur de nos activités, et on a justement à cœur d'accompagner les entreprises à taille humaine. C'est un parti pris d'ailleurs de notre cabinet de vouloir ne pas se positionner sur des très grandes entreprises qui nous semblent compliquées à faire bouger les lignes. Pour faire simple, et je schématise un petit peu, mais là où justement les PME sont beaucoup plus maniables, les échanges sont beaucoup plus directs, et ça permet de mettre des choses très concrètes en place assez rapidement. Donc bien sûr que on le fait régulièrement et de plus en plus, que ce soit au niveau local, mais pas que. On a des clients, même de PME, qui sont dans le nord de la France, à Lille par exemple. On trouve-t-on les normes réglementaires à respecter? Alors ça, c'est une vaste question. Ouais. Faut regarder. Enfin, c'est beaucoup des formations aussi. Il faut peut-être faire des formations en droit social, droit de l'environnement. Il y a des sites spécialisés. C'est plutôt une formation de QHSE là au niveau de ça ou de l'expérience. Donc les entreprises du nord de la France, je crois que j'y ai répondu. Alors en plus, à une période qu'on connaît tous et qui est une contrainte, mais avec cette crise sanitaire que l'on traverse, on fait beaucoup, mais quelles que soient d'ailleurs les entreprises qu'on accompagne, et que ce soit des grandes entreprises aussi, de visio, et de plus en plus. On se rend compte que c'est possible, que ça marche bien. Alors bien sûr que quand on peut, on privilégie le contact physique, mais c'est possible. On a un métier d'auditeur aussi à la base, donc on va quand même faire beaucoup de visites de sites où on rencontre beaucoup de PME aussi. Du coup, souvent, même quand c'est des groupes qui sont parfois une constellation de pas mal de sites qui sont des PME historiquement. Donc on vadrouille un petit peu pas mal en France, donc on a quand même l'habitude aussi
de se déplacer, notamment en saison d'audit. Et voilà. Bon, après, avec la visio, je pense qu'on a tous pris l'habitude, mais les clients sont vraiment éparpillés partout en France. Je vois une question qui est intéressante par rapport au budget, le frein entre le budget, enfin cette opposition un petit peu budget et RSE. Est-ce que c'est un frein? Si c'est un frein, je dirais qu'il est parfois, enfin pas tant que ça. Ce qu'il faut réfléchir, c'est là où la question de tout à l'heure était intéressante, de la comptabilité universelle, et réfléchir un petit peu aux gains qu'on peut avoir derrière. C'est améliorer, enfin diminuer son turnover, diminuer son absentéisme. Quels sont les gains pour ça? Enfin, il y a des vrais gains derrière aussi qui sont associés. Donc, il y a peut-être une notion de budget que vous voyez comme une sortie directement, mais le côté après infusé, le fait d'avoir des collaborateurs plus impliqués, d'avoir une meilleure gestion de ces déchets, de l'énergie qui vous enlève aussi une partie des charges, c'est plutôt sur le suivi en fait, où souvent on met pas en place les outils pour suivre les gains que ça rapporte. Donc on a l'impression de voir la RSE que comme une dépense. Alors que, encore une fois, pour faire le lien avec ce que disait Alexandre, par rapport aux nouvelles générations, ça crée vraiment aussi un sentiment d'attachement, de fidélité. Donc, nous, on est quand même assez convaincus il y a un gain, et c'est pas sur juste le fait de parler RSE, c'est faire en sorte que les gens soient heureux de venir travailler aussi dans une entreprise qui met des choses en place logiques et qui ait du bon sens. Je vois une question d'Alain. Comment bien communiquer sur la démarche RSE auprès de vos clients et fournisseurs? Ben, c'est un petit peu le conseil qu'on peut vous donner. C'est habituellement comment vous communiquez avec eux et de privilégier, de continuer sur ce format-là. Et sinon, ça rejoint ce qu'on a pu présenter dans le déroulé du webinaire, à travers des communications sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, à travers des newsletters si vous en avez, à travers votre site internet si vous en avez un, à travers différents supports que vous pouvez afficher dans vos locaux, que vous pouvez remettre lorsque vous rencontrez justement vos clients et ou vos fournisseurs. Alors, il y a la démarche client-fournisseur. Je sais que c'est aussi assez demandé de plus en plus par les banquiers aussi. Ils aiment bien ce côté démarche RSE, et les clients aussi, ça commence à pas mal évoluer, notamment quand vous êtes sous-traitant. On a eu l'exemple tout à l'heure de Saint-Gobain avec une personne qui était sous-traitante de Saint-Gobain. On a de plus en plus qui apparaissent, ce sont des questionnaires RSE. Alors la première fois que ça vient sur la table, ça fait tout drôle parce qu'on n'est pas prévenu, et c'est souvent un premier acteur du secteur qui vient faire ça. On le retrouve dans le bâtiment, etc. Il y a de plus en plus un secteur qui est en train de tirer vers le haut, où on met en place des questionnaires RSE. C'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir déjà des premiers jalons d'une politique RSE, d'une démarche, et de pouvoir communiquer dessus quand on nous pose la question, plutôt que de devoir répondre un petit peu dans la hâte. Très bien, mais écoutez, je vois que les questions se font de plus en plus rares. On voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes encore en ligne. On était jusqu'à près de 250 au plus haut du pic, et maintenant on est encore à 170 à peu près. Mais voilà, encore une fois, merci à vous, merci d'avoir participé et assisté à ce webinaire. Merci pour vos questions. Et puis on vous invite évidemment à télécharger notre support et à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Ça va stopper. J'arrête.